Nice, située dans le sud de la France sur la baie des Anges, est une cité balnéaire à l'architecture cosmopolite. Elle fut le terrain de jeu des bâtisseurs les plus extravagants de la Belle Époque, mais aussi des plus talentueux ingénieurs militaires dès le XVe siècle. Parmi les édifices niçois, 3 d'entre eux rappellent la capacité des hommes à façonner la ville et repousser les limites de la construction. Des prouesses architecturales devenues parfois des emblèmes. Le fort du Mont-Alban, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas et l'hôtel Negresco. L'hôtel Negresco, pour la ville de Nice, est exactement ce que la Tour Eiffel est à Paris et ce que Paris est pour le monde. Le symbole. La cathédrale russe de Nice, je dirais que c'est l'exemple le plus abouti d'architecture orthodoxe en Europe occidentale. Le fort du Mont-Alban est un petit bijou dans l'architecture militaire par les puretés de ses formes. Qui est à l'origine de ces 3 monuments exceptionnels? Quels moyens ont été imaginés par les bâtisseurs pour les construire? Et quels secrets se cachent derrière leur architecture? Pour le Negresco, la verrière est une prouesse technologique. On a l'impression qu'elle tient par l'opération du Saint-Esprit. Les bastions servent à protéger les différentes parties du fort. Ça va être une révolution. On avait des problèmes financiers et le béton armé apparaît comme la solution miracle. Là, on rentre dans un chantier qui est gigantesque. Grâce aux meilleurs spécialistes du patrimoine de Nice, à des reconstitutions en images de synthèse et à des prises de vue aériennes inédites, vous allez comprendre comment ces édifices niçois ont pu prendre vie. Voici l'histoire de la construction de 3 des plus beaux monuments de Nice, rêve d'architectes et d'ingénieurs visionnaires. Nice, au sud-est de la France, dans le département des Alpes-Maritimes, accueille chaque année près de 4,5 millions de touristes venus des 4 coins du globe. Et pour cause, depuis le vieux Nice et son dédale de ruelles, en passant par les élégantes places ou collines, la ville offre de multiples visages. Une série de monuments à l'incroyable richesse architecturale dont le plus ancien date du XIVe siècle. Sur la colline du Mont-Alban, à 222 mètres d'altitude, le fort qui domine la ville est le dernier vestige encore bien conservé de la fonction militaire de Nice. Nice a été une des plus importantes places fortes d'Europe. Le fort du Mont-Alban bien symbolise la fonction militaire de Nice qui date au moins de l'époque romaine. Nice est une ville frontière. Au cours des siècles, après l'époque romaine, elle devient successivement provençale, savoyarde, piémontaise et sarde, avant de devenir française. Nice se trouve à la frontière entre plusieurs espaces. Le royaume de France au-delà du fleuve le Var, l'Italie qui faisait partie du Saint-Empire romain germanique et qui dit zone de contact doit dire aussi zone de protection. Il faut se protéger des attaques ennemies. En 1557, après le siège du château de Nice par les armées franco-turques, le duc de Savoie, Emmanuel Philibert, décide de fortifier la frontière maritime de son État. La principale hantise du duc de Savoie, c'est que le roi de France ne le dépossède de ses États. Le duc de Savoie fortifie parce qu'il se rend très vite compte que ces fortifications moyenâgeuses sur le château, c'est pas suffisant. Il faut prendre des mesures pour rendre difficile le fait de s'emparer de Nice. Emmanuel Philibert perfectionne donc les défenses du vieux château de Nice et fait ériger 2 forts.
la citadelle Saint-Elme, au ras des flots pour protéger la rade de Villefranche, seul port en eau profonde de l'état de Savoie. L'autre sur le mont Alban, un point stratégique à seulement 600 mètres à vol d'oiseau et 1,5 km de Nice. La colline sur laquelle se trouve le fort du Montalban est le seul endroit à Nice où l'on peut voir à la fois du côté de la ville de Nice et du côté de Villefranche. Donc c'est vraiment le lieu qui s'est imposé naturellement pour la construction d'un fort. Ce fort, il va être une vigie qui va jouer un double rôle, signalement d'arrivée d'ennemis et protection de cette espèce de hauteur du Montalban à 220 mètres. On a une crête militaire, une crête dangereuse. En termes militaires, qui tient les hauts tient les bas. Or, si vous voulez bombarder Nice ou Villefranche, c'est sur l'assiette du Montalban qu'on se mettra. Donc l'idée, c'est j'occupe l'endroit où se mettrait l'assaillant si vous voulez bombarder les deux villes-ports. Avec le fort du Montalban comme pivot, les trois citadelles de la chaîne défensive se protègent donc mutuellement. Construit en seulement 3 ans, directement sur la roche, le fort du Montalban est un carré de 45 mètres de côté sur 14 mètres de hauteur, occupant une surface de 760 mètres carrés. On y accède par un pont-levis à flèche unique, placé côté est, face à l'apic de la falaise le moins accessible. À chacun des angles reliés par des courtines, un bastion surmonté d'une échauguette offre une vue panoramique à 360 degrés. Au nord-ouest, le bastion de Montgros veille sur les montagnes. Celui du sud-ouest sur l'impressionnante citadelle de Nice et ses 17 hectares. Enfin, les bastions du nord-est et du sud-est sont à une portée de canon de la citadelle Saint-Elme de Villefranche. Le fort du Montalban est un petit bijou dans l'architecture militaire par les puretés de ses formes. Il devait être très spectaculaire à l'origine parce qu'effectivement il était enduit de blanc, donc il devait se voir de partout, quoi. Le fort du Montalban est moderne parce que c'est typiquement la transition du début de la fortification bastonnée, où on passe du Moyen-Âge avec ses tours à une forme très pointue en étoile qu'on va construire pendant tout le XVIe siècle. Inventé en Italie au début du XVIe siècle, le fort à bastion répond au développement de l'artillerie et à l'apparition du boulet de canon métallique. Désormais, les canons sont en mesure de tirer jusqu'à 800 mètres et de détruire les murs d'une fortification médiévale à 50 mètres de distance. Quand l'artillerie à poudre arrive dans l'art de la guerre, les tours en maçonnerie creuse, couronnées de machicoulis, tombent comme château de cartes. Le fort bastionné, c'est vraiment l'adaptation d'un programme architectural à une innovation technique. C'est la fin du château médiéval, parce que ce château, qui était essentiellement composé de tours rondes ou carrées, ne résiste pas à la nouvelle artillerie. Donc, on va être obligé de substituer une autre technique, la technique du rempart. Contrairement à la muraille en pierre de grande hauteur des châteaux médiévaux, le rempart des forts modernes est un mur plus bas, rempli de terre, conçu pour absorber les chocs les plus violents. Celui du fort Montalban mesure 11 mètres de haut. Au fort du Montalban, nous avons 2 murs parallèles, un mur extérieur et un mur intérieur. Les murs extérieurs font à peu près 1 mètre, 1,50 m de large. Et à l'intérieur, on va avoir 4 ou 5 mètres de blocage. C'est de la terre, de la pierre qui est tassée et qui va servir d'amortisseur. Le boulet de canon va casser peut-être la partie externe, mais ne pourra jamais traverser 4 mètres de terre. Et la conception du rempart construit en calcaire local, extrait à 200 mètres de là, cache encore d'autres caractéristiques techniques pour résister efficacement à l'artillerie. Hormis l'épaisseur des murs avec la construction en blocage, les ingénieurs italiens, notamment milanais, vont étudier le fruit des murs, c'est-à-dire la pente, et vont concevoir une pente spécifique qui va permettre au boulet de canon de ricocher. Donc d'éviter que le boulet ne donne sa pleine puissance sur la structure. Mais en cas de siège, le meilleur moyen de protéger la forteresse de la puissance de cette nouvelle artillerie est encore de maintenir l'ennemi à distance. Pour cela, les architectes militaires italiens ont une idée révolutionnaire. Remplacer les tours rondes des forts médiévaux par des bastions. Des ouvrages pentagonaux rattachés aux courtines.
Les bastions servent à protéger les différentes parties du fort et à opérer ce qu'on appelle des tirs croisés. Chaque bastion protège l'autre. C'est la protection mutuelle. Le bastion, par exemple, de Nice, est défendu par le bastion de Villefranche pour que, depuis chaque bastion, aucune portion de la base du rempart ne puisse être cachée. C'est ça la défense latérale. Il ne doit pas y avoir d'endroit qu'on ne voit pas pour pouvoir y mettre, par exemple, une mine et faire s'écrouler le rempart. L'assaillant ne peut donc s'approcher du fort qu'au prix de lourdes pertes matérielles et humaines. La vocation d'un fort bastionné, c'est surtout de créer ce que les militaires appellent un abcès de fixation. C'était l'idée de fixer l'adversaire. Une fortification ne sert pas à gagner la guerre. Une fortification sert à gagner du temps et à économiser des hommes. La garnison du Montalban, c'est 70 hommes, 100 hommes maximum. Mais ça oblige un adversaire qui l'encerclerait d'allonger la circonférence d'investissement, ce qui veut dire automatiquement d'augmenter de 10 à 20 000 hommes l'armée d'invasion. Et deuxièmement, ça permet de gagner du temps. L'idée, c'est justement de résister au siège pour permettre la mise en place de défense principale et surtout l'envoi d'une armée de secours. Le fort est donc pensé pour garantir aux soldats une autonomie prolongée. Sous la plateforme de tir, au deuxième étage des bastions, se trouvent les magasins, les cuisines et les logements. Un espace habitable de 170 mètres carrés, permettant à une garnison de 100 hommes de tenir un siège de plusieurs mois sans ravitaillement. Pour durer, c'est toujours pareil, il faut déjà avoir les moyens de durer, c'est-à-dire que tout est prêt, il y a suffisamment d'armes à feu, les canons sont approvisionnés en poudre, en boulets, etc. Donc déjà être préparé. Les vivres sont également en bonne condition de conservation. Il faut prévoir aussi l'eau. L'eau, c'est l'élément clé puisqu'on peut se passer de manger pendant plusieurs semaines. Par contre, au bout d'une semaine, surtout en plein été, sans eau, on ne peut pas résister. Ici, impossible de creuser un puits. Pas de source, on est à 220 mètres d'altitude. Pour assurer l'autonomie en eau de la garnison, les architectes du fort Montalban doivent imaginer une autre solution. Donc, il a été décidé de recueillir l'eau de pluie par un système de canal et de rigoles qui prennent leur source sur la plateforme de tir. Sur la terrasse de tir supérieure, les concepteurs du fort ont revêtu le sol de briques dont le champ incliné du centre vers les murailles fait ruisseler l'eau de pluie jusqu'à une rigole en pierre de taille. Seulement, la terrasse ne permet pas à elle seule de recueillir suffisamment d'eau pour toute la garnison. À nouveau, les bâtisseurs ont dû faire preuve d'ingéniosité. Le gros avantage du fort du Montalban, c'est qu'il est inscrit dans une pente et dominé par une montagne. On a nettoyé, si vous voulez, les surfaces rocheuses et on a créé des rigoles latérales qui fait que quand ça pleut, ça ruisselle dans la rigole et ça va vers les citernes. Donc on peut bénéficier non seulement des terrasses du fort, mais de tout le territoire dominant qui a permis de suppléer à la surface minuscule des terrasses qui n'auraient pas suffi à remplir les citernes. Filtrée de ces impuretés par un décanteur, l'eau de pluie est ensuite stockée dans une citerne profondément enfouie sous un bastion. L'emplacement de la citerne est très important. Et si une bombe arrive et rentre dans la citerne, la provision d'eau va être anéantie, ou en tout cas fortement réduite, donc la durée de résistance du fort aussi. Donc la citerne est protégée à la fois contre des coups directs, mais elle est protégée aussi contre la corruption interne par des animaux, par des pollutions extérieures. C'est vraiment absolument primordial. Malgré ces dispositifs, les soldats de la citadelle assiégée en 1691, puis en 1705, par les troupes de Louis XIV, sont contraints de se rendre à 2 reprises. À chaque fois, les Français vont passer par des lieux où ils ne sont pas attendus. C'est-à-dire que les militaires de Savoie ont prévu une attaque maritime. Or, les Français vont passer par l'intérieur des terres. En contournant le château de Nice, les Français réussissent à prendre la citadelle de Villefranche, d'où ils pilonnent le Montalban. La garnison est prise de court. Alors le fort n'a pas résisté aux assauts des troupes ennemies parce qu'il n'était pas en état. On l'avait négligé. Il était construit, les gens le voyaient, mais dedans, il n'y avait pas assez de canons, pas assez de poudre, pas assez d'eau et surtout pas assez d'hommes. Et donc quand les troupes ont commencé à investir et qu'ils ont vu débarquer tout autour du fort des centaines et des centaines de soldats, la dizaine d'hommes qui restait est partie. Elle a cherché son salut dans la fuite.
En réalité, au XVIIe siècle, même bien défendu, le fort n'aurait pas eu les moyens de résister à la puissante armée de Louis XIV, ni à celle de ses canons mobiles dont la portée dépasse désormais 1 kilomètre. Au XVIIe siècle, il est déjà un peu vieillot. D'ailleurs, Vauban le dit, il est tout petit, il est étroit, il ne tient que 50 à 70 hommes. Quand on voit la multiplication des meurtrières, alors qu'il n'y a même pas un tiers de défenseurs possibles derrière les meurtrières, le bossage, tout est symbolique. On est dans une architecture de signes qui dit sa puissance, qui la proclame, au lieu d'être réellement efficace. Mais Vauban a bien l'intention de transformer la petite fortification ostentatoire, imaginée par les ingénieurs italiens, en une redoutable forteresse. Vauban préconise des défenses extérieures, c'est-à-dire que lui aurait fait un ouvrage à cornes, une double ligne de défense, toujours dans un seul but, retarder le moment où le premier canon de l'assiégeant va arriver devant la muraille unique du fort du Montalban. Tant qu'il n'y a pas de demi-lune, le point faible du fort, c'est le fait qu'on a cette grande courtine rectiligne dans laquelle on peut taper à la perpendiculaire. La demi-lune est une petite fortification en forme de V déliée du fort. Elle permet de bloquer la progression de l'ennemi et de tenir son artillerie à distance. En cas de défaite, les soldats couverts par la courtine et les bastions peuvent se replier dans le fort pour se réfugier. Autre projet, Vauban souhaite multiplier la taille de la citadelle par 5, afin qu'elle puisse contenir jusqu'à 1000 hommes. Vauban a comme idée pour le Montalban d'occuper toute la crête, de se servir au fond du fort du Montalban comme une sorte de donjon pour un camp retranché qui engloberait toute la montagne et sur lequel il pourrait installer suffisamment de batteries pour le rendre beaucoup plus difficilement prenable. Seulement, Louis XIV va en décider autrement. L'avenir du fort est menacé. Louis XIV n'a pas supporté que le duc de Savoie le trahisse au moins 2 fois. Et pour punir ce retournement d'alliance, Louis XIV va décider la destruction du château de Nice et du Montalban. Or, une chaîne défensive, lorsqu'il n'y a plus de maillons principaux, ne sert à rien. Et c'est Vauban qui va intervenir en personne en disant « mais la forteresse de Montalban, ça va coûter plus cher de la faire détruire que de la laisser ». Donc il a été décidé de le laisser en l'état. Et c'est ce qui a permis de le sauvegarder. Après plus de 460 ans d'existence, le fort du Montalban a résisté à plusieurs sièges, aux changements de pouvoir et aux affres du temps. Il fut l'une des principales sources d'inspiration des futures prouesses architecturales de Vauban. Et demeure un très rare exemplaire des tout premiers forts bastionnés à être resté dans son état original. Mais à Nice, le fort du Montalban n'est pas le seul édifice à faire figure d'exception. Coiffé de dômes spectaculaires, à près de 50 mètres de hauteur, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas contraste dans le ciel azuréen. Si je devais définir la cathédrale russe de Nice, je dirais que c'est l'exemple le plus abouti, le plus réussi d'architecture orthodoxe en Europe occidentale. C'est un des bijoux du patrimoine niçois. Inaugurée en 1912, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas est destinée à répondre aux besoins de la colonie russe grandissante à la fin du XIXe siècle. Il faut rappeler que la première impératrice qui est venue séjourner à Nice, ce n'est pas Victoria, c'est la tsarine. Si la tsarine, impératrice de Russie, effectue son premier séjour à Nice 39 ans avant la reine d'Angleterre, ce n'est pas uniquement pour profiter du climat méditerranéen. En 1856, après la guerre de Crimée, le traité de Paris interdit tout mouillage en Méditerranée à la flotte russe. Seul le petit État de Savoie lui donne accès à son port de Villefranche. Un rapprochement s'opère. Et voilà que l'impératrice Alexandra Féodorovna débarque la même année à Villefranche. Elle est accueillie avec faste, c'est une impératrice. Et ça explique une présence russe
avec non seulement des aristocrates, mais également des banquiers. Donc il y a des liens très forts qui se sont créés entre Nice et la Russie, et cette cathédrale est l'aboutissement de ces liens qui n'ont cessé de se développer. Inspirée des églises moscovites à 5 coupoles de la fin du XVIe siècle, la cathédrale russe est édifiée par le professeur de l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, Mikhaïl Preobrazhensky. Ce professeur Preobrazhensky avait construit l'église de Florence. Il avait construit une cathédrale à Sofia et puis à Tallinn, en Estonie. Il a même construit des cathédrales russes en Amérique du Sud. Donc il n'avait plus rien à prouver. On voulait construire un édifice justement tout à fait prestigieux. Donc on s'est adressé au meilleur du moment finalement. La cathédrale Saint-Nicolas est articulée autour d'un volume central carré de 20 mètres de côté, auquel vient se greffer un clocher et 2 porches jumeaux. Sur le corps principal, les tambours, sertis d'étroites fenêtres rectangulaires, sont coiffés de 5 coupoles, dont la plus haute culmine à près de 50 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. En fait, ce style-là, c'était exactement celui que l'on pratiquait dans toute la Russie. Pourquoi? Toute cathédrale devait être construite, grande, petite, sur la base du plan en croix grecque, un grand dôme, le Christ, et 4 petits dômes, les 4 évangélistes. Et si les architectes voulaient exercer leur fantaisie, ils pouvaient le faire, mais dans des bâtiments annexes, collés, c'est-à-dire le clocher, une entrée, un escalier, etc. Sur cette annexe, à l'avant de la cathédrale, l'architecte ajoute une 6e coupole de couleur dorée. En dessous, le campanile abrite une dizaine de cloches dont la plus lourde pèse 3 tonnes. Plus bas, sur la façade, il fait incruster une mosaïque magistrale de Jésus-Christ. Enfin, sur les côtés, 2 porches et leur escalier si caractéristique de la cathédrale de Nice sont installés. Seulement, le projet tel qu'on le voit aujourd'hui a failli ne jamais aboutir. On avait choisi un emplacement dans le quartier des musiciens, du côté de la rue Verdi et de la rue Berlioz, au croisement de ces 2 rues, ce qui explique la conception d'une église à double entrée. Mais bon, comme beaucoup de ces quartiers qui sont proches de la mer, c'était des cressonnières. Le terrain était marécageux, il était impossible de construire des fondations suffisamment profondes pour un tel bâtiment. Pourtant, pas question de renoncer au projet. Il faut trouver un nouveau terrain. Le choix du terrain est soufflé par l'impératrice douairière à son fils Nicolas II. Le tsar Nicolas II a donné le terrain que son grand-père avait acquis lors de ses séjours à Nice, la fameuse villa Bermond, qui était entourée d'un immense parc, d'un grand espace, donc il y avait de la place. Un terrain dont la valeur sentimentale est inestimable pour le tsar Nicolas II, puisqu'il porte le mausolée de son oncle, le tsarévitch Nicolas Alexandrovitch, décédé ici même 38 ans plus tôt. Mais ce nouvel emplacement a d'autres contraintes. Il faut dans un premier temps raser la villa qui se trouve dessus. Et ce n'est pas tout. Une série de sondages, jusqu'à 20 mètres de profondeur, révèle une succession de matières hétérogènes, gypse, argile, sable et gravier, qui menacent la stabilité de l'édifice. Face à ce problème, Nicolas II n'a pas voulu changer d'un iota le projet qui avait été préparé par Preobrazhensky, parce qu'il avait été approuvé par le Saint-Synode, il avait été approuvé par tous ses prédécesseurs, et donc il a dit qu'il sera exécuté tel quel. L'architecte va donc chercher à augmenter l'empattement des fondations, tout en conservant l'aspect de l'édifice. Reste un problème de taille. Le terrain n'est plus situé à un angle de rue, mais au fond d'une impasse. Après de nombreux plans d'études préparatoires et de longues réflexions, la cathédrale va être orientée en direction du nord-est, faisant perdre ainsi son utilité à l'un des escaliers, dont le porche va être condamné. En voyant le bâtiment de 3 quarts à 45 degrés, on comprend tout, on voit tout.
Même si un des escaliers est victime de cette nouvelle implantation, le hasard a fait que cette rotation présente le monument d'une façon très riche, très variée. Le 25 avril 1903, les travaux peuvent enfin commencer. Là, on rentre dans un chantier qui est gigantesque. Les toutes premières années du chantier se déroulent plutôt bien parce qu'on arrive à tenir les délais, on construit les fondations, la crypte, le soubassement. En 1905, alors que le bâtiment construit en pierre de taille s'élève déjà à mi-hauteur, de nouveaux événements vont perturber l'avancée du chantier. Cette fois, ils sont historiques. Malheureusement, le planning de la construction, il est perturbé par la guerre du Japon qui va durer jusqu'en 1905. Il y a la révolte matée très sévèrement à Saint-Pétersbourg qui pose un problème politique majeur au jeune tsar Nicolas II. Donc le chantier est carrément arrêté, faute d'argent. En 1908, le chantier reprend enfin grâce à un don personnel du tsar d'une valeur de 700 000 francs or. Une somme colossale à l'époque. Il reste cependant nécessaire de diminuer les coûts pour mener le projet de la cathédrale à son terme. On avait des problèmes financiers, on a laissé passer les années et le béton armé apparaît comme la solution miracle pour rattraper le temps passé et pour arriver à diminuer le coût. Pour la première fois en France, sur une église orthodoxe, les ingénieurs vont mettre en œuvre un procédé très novateur. Ils imaginent une ossature en béton armé dont la technique vient de faire ses preuves sur le chantier de l'église Saint-Jean de Montmartre à Paris. Dans le cas de la cathédrale, l'avantage du béton armé, c'était de prendre appui sur la première partie qui avait été faite, c'est-à-dire les soubassements et à mi-hauteur des murs. Et donc on a fait des voiles, des coques, des voûtes, des poutres, toutes sortes d'ouvrages, comme une cloche posée sur le socle en pierre. L'ossature en béton armé posée sur le volume central en pierre de taille permet à elle seule de supporter la charge de 5 tambours, eux-mêmes réalisés en béton, ainsi que la carcasse métallique des bulbes et leur couverture en tuiles. Pour une église de style vieux-russien, c'est un peu une injure d'utiliser le béton armé, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on ne va pas le voir. L'architecture en béton armé, dans le cas de cette cathédrale, c'est une ossature, un squelette, sur lequel on vient greffer de la chair. Et la chair, ce sont tous les matériaux visibles, décoratifs et autres. Et bien malin, qui peut savoir où s'était arrêtée la première tranche? Afin de masquer l'ossature en béton, l'emploi d'une dizaine de matériaux différents comme la pierre de taille, la brique ou la céramique sont assemblés minutieusement comme parements. Un nouveau défi pour les architectes locaux qui mettent en œuvre les plans de Preobrazhensky. C'est un édifice très richement décoré. On a voulu soigner cette décoration extérieure et donc on va choisir des matériaux avec des couleurs claires ou des couleurs très vives qui vont se marier avec le bleu du ciel qui est presque permanent. Les majoliques brillantes turquoises, ça s'était fait en Italie. Les écailles des bulbes, c'était fait à Lyon. La brique vient de Rhénanie, en Allemagne. La pierre blanche vient de Lens. On a mobilisé pratiquement des sources de toute origine d'Europe et ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour conserver durablement l'état des matériaux de la cathédrale et protéger les façades des intempéries, un ingénieux système de collecte des eaux pluviales est mis en place. La grande réussite pour la collecte des eaux pluviales, c'est de les avoir cachées, masquées, intégrées dans le bâtiment. Il y a des petites bavettes en plomb laminées qui courent le long des corniches qui sont indécelables. Sous le premier rang de tuiles, à la naissance des dômes, dans la toiture et le long des corniches, de petits chéneaux en plomb laminé, sorte de gouttières invisibles depuis le sol, recueillent l'eau de pluie.
Elle est ensuite drainée dans des descentes cachées à l'intérieur des maçonneries. Là, on a vraiment gommé toute trace de collecte d'eau pluviale et les façades, évidemment, s'en ressentent parce que pas de coulure, pas de traces. Donc là, c'est une très grande réussite sur le plan technologique. Après 9 ans de travaux et de nombreux rebondissements, la cathédrale est enfin achevée dans le respect des plans originaux. Le chantier de la cathédrale a été épuisant. 5 architectes se sont succédés. Il y a eu des échanges très tendus entre les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs, les autorités aussi. Et en dépit des découragements, en dépit des contraintes, Krobaczewski est toujours droit dans ses bottes, qui ne cède sur rien, qui épuise tout le monde, mais qui arrive à ses fins. Lors d'une exceptionnelle cérémonie, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice est inaugurée le 17 décembre 1912. Vous êtes quand même subjugué par les proportions, l'élancement, avec cette coupole centrale et ces 4 coupoles latérales. Et puis à l'intérieur, là, on a un peu le souffle coupé devant la monumentalité, la hauteur du centre de cette cathédrale et par la richesse ensuite de son mobilier, évidemment. Notamment cette iconostase en bois doré recouverte de bronze et de cuivre ciselé, importée de Russie. Au mur, sur les piliers et les voûtes, les décorations florales sont inspirées de l'Art nouveau et de l'Art déco. On ne peut pas nier que c'est une absolue réussite. Peut-être que le plus grand défi n'est pas un défi architectural ou structurel. Le plus grand défi, c'est d'avoir réussi à faire admettre cette cathédrale orthodoxe comme faisant partie intégrante du paysage niçois. La cathédrale orthodoxe de Nice a été bâtie à l'image de son temps, celui d'une période qui oscille entre tradition et modernité. Inauguré la même année, un autre monument illustre l'architecture audacieuse et cosmopolite de la Belle Époque, le Negresco. Il s'agit du dernier escapé de l'âge d'or de l'hôtellerie niçoise encore en activité, sur près de 140 hôtels que comptait Nice à son apogée. L'hôtel Negresco, pour la ville de Nice, est exactement ce que la Tour Eiffel est à Paris et ce que Paris est pour le monde. Le symbole. Le Negresco fait rêver les chefs d'État du monde entier, non seulement l'élite sociale, mais également les plus grands artistes. Cocteau, on peut évoquer Salvador Dali, Macartney, qui d'ailleurs ici va écrire une de ses chansons. Construit en 1909 face à la mer le long de la promenade des Anglais, le Negresco mesure 65 mètres de long sur une vingtaine de mètres de haut. Les 5 étages comptent 91 chambres et 34 suites, dont chacune a la vue sur mer. Au rez-de-chaussée, 3 boutiques, 2 restaurants et un piano-bar. Le Negresco est un petit chef-d'œuvre architectural agrémenté d'un décor extrêmement à l'avant-garde pour 1912. Ce style Louis XVI, c'était le sommet du chic. L'établissement se veut remarquable. Cette coupole, tout le monde la reconnaît. Elle est un emblème pour la ville. Elle est un logo, presque. Le commanditaire de ce joyau architectural s'appelle Henri Negresco. Henri Negresco est le roi des hôteliers niçois. Il est un peu mystérieux, ce Henri Negresco. D'abord, il ne s'appelait pas Negresco, bien entendu. Il s'appelait Negrescu. En français, la terminaison co était plus élégante. Donc, il a changé de nom. Né en 1868 à Bucarest, ce fils d'aubergiste roumain devient, après une carrière sans faute dans l'hôtellerie, l'un des grands prêtres de la vie mondaine française. Henri Negresco, comme beaucoup de ces grands hôteliers de l'époque, s'est fait par lui-même, parti de la base. C'est un maître d'hôtel qui non seulement connaît son métier, mais connaît sur le bout des doigts les exigences de sa clientèle. Et c'est dans ce sens-là que Negresco est un génie. Grâce à son entre-gens et à sa manière subtile de recevoir,
Henri Negresco navigue avec aisance dans l'univers proustien de la Belle Époque. Henri Negresco fréquente toutes les élites sociales, mais également les élites économiques. Bien entendu, il utilise son activité professionnelle pour se faire un carnet d'adresses, et c'est pour cela qu'il peut se lancer dans l'aventure de l'hôtellerie, parce qu'il sait qu'il sera suivi. Seulement pour concurrencer les grands hôtels de Nice, Henri Negresco doit imaginer un palace hors norme, où chaque client aura le meilleur de la technologie et du confort de l'époque. Il fallait faire au Negresco mieux qu'au Majestic, dont la salle à manger était considérée comme le nec plus ultra mondial, mieux que l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, et bien entendu, beaucoup plus grand que l'hôtel Ruhl. Chaque nouveau palace créé dépasse le précédent et il va se jeter dans cette course en avant. Pour cela, le jeune hôtelier va faire appel à une sommité du monde de l'architecture. Negresco, pour construire son hôtel, fait appel à une star, à une personnalité d'architecture française, Édouard Niermans. On lui doit, en 1907, l'hôtel Savoy de Fontainebleau, qui a été un magnifique palace. Et c'est lui qui va reconstruire complètement l'hôtel du Palais à Biarritz et la transformation de l'hôtel de Paris à Monte-Carlo. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a fait ses preuves en matière hôtelière. Les deux hommes se lancent alors dans un tour d'Europe d'une durée de 2 ans, en quête de ce que l'hôtellerie mondiale offre de mieux, avec la folle ambition de la dépasser. Le projet du Negresco est presque pharaonique. C'est un budget de 5 millions de francs or. Ça fait quelque chose comme plus de 100 millions d'euros, ce qui n'est pas totalement rien. Donc il va chercher des fonds, il va user de ses relations et de ses amis capitalistes pour l'aider à un montage financier. Les fonds enfin rassemblés reste un défi de taille. Trouver un terrain libre, suffisamment grand et bien placé. En ce début du XXe siècle, la clientèle des palaces de la Riviera se lasse des établissements situés sur les collines. Un atout pour le projet naissant de Negresco. C'est terminé, les grands hôtels sur les collines, à partir des années 1905-1910. Plus vous avancez au début du XXe siècle, plus c'est le bord de mer qui va devenir l'essentiel. La vue de la mer attire. Et puis, c'est l'axe de prestige de la promenade des Anglais qui attire aussi. La plus belle promenade du monde. C'est déjà écrit. Le choix du terrain du futur Negresco se porte donc sur une parcelle de 6500 m² face à la mer, dont le palace doit étroitement épouser les contours afin d'en optimiser l'espace. Dans cet investissement capitaliste, il faut ne rien négliger, c'est-à-dire qu'on va exploiter le terrain au maximum et on va donner à cet établissement une forme particulière en îlot, centrée sur une sorte de cour centrale. L'édifice, dessiné par Édouard-Jean Niermans, prend la forme d'un losange, composé de 4 corps de même hauteur, entourant une large cour intérieure elliptique reliant des rotondes. Le Negresco est un petit chef-d'œuvre architectural. Vous avez l'impression que c'est un carré. C'est absolument pas le cas. Niermans essaie parfaitement dissimuler un terrain qui n'est pas tout à fait facile avec une construction qui en impose. L'architecte et le maître d'ouvrage veulent faire rentrer un maximum de chambres dans un minimum d'espace. Et d'ailleurs, c'est la première fois que là, pour augmenter le nombre d'étages, on réduit la hauteur sous plafond des chambres. Objectif affiché, 400 chambres sur 5 étages. Un défi. Le 2 septembre 1911, le chantier débute. Les sommes engagées imposent à l'architecte un rythme de construction effréné. L'hôtel doit impérativement ouvrir la saison suivante. Donc le temps du chantier doit être raccourci au maximum et les procédés de construction sont choisis à propos. Dans ce choix de la modernité et de l'efficacité de la construction intervient le béton armé. Le béton armé est un mélange de sable, de granulats et d'eau agglomérée par du ciment, dans lequel des armatures métalliques sont ajoutées afin de le renforcer.
Pour le Negresco, le béton armé présente des avantages, à savoir une rapidité d'exécution, un moindre coût, un caractère incombustible. C'est aussi un procédé adapté aux tremblements de terre. Et l'emploi de matériaux à la pointe du progrès à l'époque ne s'arrête pas là. On va voir intervenir également pour les plafonds la technologie du béton armé transposée avec des briques et une armature métallique. Et une dernière innovation, c'est le toit terrasse en ciment volcanique, réputé imperméable, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent. Point d'orgue de l'édifice, sa façade, ornée de colonnes et de moulures. On ne voit évidemment pas le béton armé qui n'est pas un matériau noble parce que justement, quand on affiche le luxe, on ne veut pas montrer qu'on fait des économies par ailleurs. Donc on le recouvre d'un enduit, d'un faux appareillage également. Résultat, le chef-d'œuvre de Édouard Jean Niermans est aujourd'hui classé à l'inventaire des monuments historiques. Pourtant, le chantier a connu nombre de rebondissements. De façon générale, le temps du chantier, c'est un temps de galère. C'est plus long que prévu, c'est plus compliqué que prévu. Des dissensions se font jour entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. On a des pénuries d'ouvriers. Donc, on avait prévu une ouverture pour fin novembre parce que l'argent investi, il faut qu'il donne au plus vite. Mais fin novembre, le Negresco n'est pas fini. Furieuse, la prestigieuse clientèle doit reporter son séjour de 2 mois. Le 4 janvier 1913, le palace ouvre enfin ses portes lors d'une brillante inauguration. Les gens sont admiratifs dès le départ. Ils ne savent qu'admirer de l'élégance du lieu, de ses prouesses, de l'immensité de l'hôtel. C'est un cri d'admiration. Le clou du spectacle du Negresco, c'est le hall. Avec son toit vitré, sa superficie au sol, la hauteur sous plafond, ses colonnes gyménées. Jamais jusqu'à présent on l'avait mis en scène avec autant de faste. Dessiné par Édouard Jean Niermans sur le modèle des palaces anglo-saxons, le grand hall mesure près de 500 mètres carrés. Un vaste dégagement sans entrave, obtenu grâce à 40 colonnes jumelées qui bordent le pourtour de la pièce et portent l'immense verrière ovale composée de 560 vitres. La verrière est une prouesse technologique car sa structure n'est pas apparente. On a l'impression qu'elle tient par l'opération du Saint-Esprit. Et elle est innovante également par l'aspect toit vitré. Ce n'est pas du vitrail, c'est du verre coloré avec un procédé spécifique et qui a déjà été expérimenté dans d'autres grands hôtels, mais jamais en tout cas à cette échelle. Pour concevoir la verrière et lui donner cette impression de légèreté, les ingénieurs ont imaginé une immense structure métallique composée de profils rivetés. Une réalisation rendue possible grâce à l'invention du fer pudelé. Une technique métallurgique donnant au fer plus de souplesse et de solidité qui permit 20 ans auparavant d'ériger la Tour Eiffel. Mais pour la clientèle de l'établissement, la véritable révolution technologique est ailleurs. L'hygiène est fondamentale à cette époque-là. Ça passe par l'équipement en salle de bain, en réseau d'adduction d'eau, eau chaude, eau froide à la minute. Et ça, c'est nouveau. En 1912, l'eau chaude dans toutes les chambres à tous les étages nécessite des chaudières absolument incroyables. C'est le Titanic que vous avez dans les caves de ces hôtels. Dans le sous-sol du bâtiment, 5 chaudières distribuent l'eau préalablement stérilisée par un système de rayonnement ultraviolet à travers un réseau très élaboré intégré au mur du bâtiment qui court jusqu'à chaque chambre. Il comprend la tuyauterie d'eau chaude,
d'eau froide, mais également des câbles électriques et téléphoniques, ainsi qu'un service pneumatique de distribution du courrier. Mais le plus étonnant reste peut-être le système de nettoyage par le vide. Plusieurs fois dans une journée, on a les machines qui s'actionnent avec des prises au bas des pièces qui permettaient ce renouvellement de l'air. On est dans la continuité de Pasteur et de la peur des microbes. Le recyclage de l'air du Negresco est réalisé par une turbine centrifuge reliée à toutes les parties de l'hôtel par 77 raccords, aspirant 1000 m3 d'air par heure. Vous savez, quand vous entrez dans la chambre d'un palace, ou même d'un grand hôtel autrefois, vous ne pouviez jamais savoir s'il n'y avait pas un tuberculeux qui était mort dans le lit la veille au soir. Car beaucoup de gens étaient bien trop riches pour aller mourir à l'hôpital quand ils avaient la tuberculose. Et pour répondre à ça, ils s'étaient dotés de cet extraordinaire progrès technique, quoi qu'on en dise en 1911, c'est quand même pas évident. En 1914, un an après l'inauguration du chef-d'œuvre d'Henri Negresco, la Première Guerre mondiale éclate. Comme une vingtaine de grands établissements niçois, le palace est réquisitionné pour être transformé en hôpital militaire. Le Negresco devient l'hôpital temporaire numéro 15, où on va accueillir des soldats blessés venus des zones de combat. Et dans le grand hall, on va installer 150 lits pour les blessés. Quant aux chambres, elles sont réquisitionnées pour installer les officiers. Une situation qui va durer jusqu'en 1916. Negresco décède au début des années 20, quasiment ruiné et découragé de la faillite, si je puis dire, de cette extraordinaire entreprise à laquelle il laissera son nom. Durant 37 ans, le palace change de main sans jamais renouer avec la prospérité. La revanche de Negresco, eh bien, nous l'avons aujourd'hui. Le Negresco est à nouveau un blason, et cela, on le doit à une dame, Madame Augier. En 1957, l'hôtel des Caty est racheté par un riche promoteur immobilier. Sa fille, Jeanne Augier, le prend en main. Elle entame de grands travaux pour le transformer en un palace aux allures de musée. C'est elle qui décide définitivement de le couper en deux et de ne garder en hôtellerie que la façade mère, avec les 4 ou 5 premières travées de façade sur la rue latérale, le grand hall, le rez-de-chaussée, tout le restant, les 3 autres côtés, étant vendu en appartements. Le succès est immédiat et jamais démenti. Depuis 63 ans, l'illustre monument à la coupole emblématique rayonne sur la baie des Anges et dans le monde entier. Comme le Negresco, la cathédrale russe ou le fort du Mont-Alban, ces monuments ont traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous. Ils constituent un patrimoine inestimable, reflètent le talent mis en œuvre par les bâtisseurs pour répondre à des besoins politiques, économiques ou culturels, et participent aujourd'hui encore à la légende de la ville.